La sélection a été très très difficile. Vous allez découvrir dans un instant les 6 finalistes qui vont se retrouver face au jury. Ils vont avoir chacun 5 minutes pour raconter leurs histoires, et ensuite le synopsis sélectionné sera présenté tout à l'heure lors de la soirée de clôture, présenté par le président de ce jury. Le concours est doté d'une bourse de 1 500 €, 1 500 € pour l'aide à l'écriture, ainsi que d'un suivi par la société Bonne Pioche pendant 1 an de l'avancée du développement de ce synopsis. Et puis je précise également que le 9 décembre prochain, l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, organise avec Atmosphère une rencontre avec les scénaristes pour leur donner des idées et leur expliquer comment ça se passe à tous les niveaux du développement durable pour qu'ils puissent intégrer ces données dans leurs histoires, et ça touche à tous les domaines, la fiction, l'anticipation, le polar, le thriller, et c'est ce que vous allez découvrir dans un instant. Je présente le jury quand même. Le jury est présidé par Monsieur Pierre Jolivet, qui est avec nous cet après-midi. Pierre Jolivet, scénariste, réalisateur, partenaire de ce concours, la société de production Bonne Pioche, Monsieur Yves Darondeau, qui est avec nous également. Présidente des lecteurs anonymes et scénariste Anna Marmiès. Alors que la salle s'éteint petit à petit au moment où on vous présente. Vous voyez, on est bien synchro en termes de répétition. On a répété toute la matinée pour que ça fonctionne bien. Fabien Suarez, scénariste et membre de la Guilde des scénaristes. Guilde des scénaristes qui est également partenaire de ce concours. Nolwenn Lemel, réalisatrice. Et Valérie Martin de l'ADEME, qui connaît les synopsis par cœur et qui est en retard, voilà, mais qui participera tout à l'heure aux délibérations. Alors, Tout Blanc, c'est une comédie. C'est l'histoire de Fred, qui est chauffeur routier, il a 60 ans. Et c'est un râleur, un grognon, un grincheux. Il est tout le temps de mauvaise humeur. Il est chiant, quoi. Un jour, alors qu'il transporte des marchandises, il va se disputer violemment avec une passante qui est très mal polie. Et il redémarre son camion au moment où le chihuahua de madame est un peu en arrière, et paf, c'est l'accident. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça lui arrive, ce genre d'accident, et son patron, il commence à être un peu énervé. Il aimerait bien le mettre à la porte, mais par respect pour ses 30 années d'ancienneté, il décide de lui donner une dernière chance. La boîte de transport est en train de diversifier ses activités, et il se lance dans le transport d'animaux. Donc il demande à Fred de transporter des veaux irlandais du port de Cherbourg jusqu'en Espagne. Soit, mais ce serait trop facile. Il va devoir faire ça dans une bétaillère de fortune qui risque de lui claquer entre les doigts à tout moment. Et en plus de ça, qui n'est pas du tout équipé pour nourrir ou abreuver les veaux. Et on est en plein été, c'est la canicule. Il faut absolument que les veaux arrivent sains et saufs à destination. Donc ça se corse un peu. Fred n'a pas trop d'autre choix que d'accepter. Donc il y va, il charge ses 50 veaux au port de Cherbourg. Et il se lance. Au bout de 100 km survient le premier problème. Quelque chose pète sous le capot. Il doit remplacer une pièce s'il veut continuer à avancer. Et par chance, il tombe sur la fille d'un garagiste qui va passer un deal avec lui. Elle va l'aider à réparer le camion. Et en échange, il faut qu'il l'amène jusqu'en Espagne avec lui. Encore une fois, il n'a pas trop d'autre choix, donc il accepte. Il répare le camion et ils partent ensemble. Quelle erreur, parce que la petite Léa, qui a 18 ans, c'est l'inverse de Fred. Elle est pleine de vie, c'est une vraie pipelette, elle n'arrête pas de parler. C'est une écolo, une altermondialiste, et donc elle lui fait la morale sur pas mal de choses. C'est un calvaire pour Fred. Il essaye de l'abandonner plusieurs fois, mais c'est un vrai pot de colle, il n'y arrive pas. Et donc ils continuent leur route comme ça, mais elle va être d'une aide très précieuse très rapidement, parce que beaucoup de mésaventures vont survenir. Et par exemple, ils se rendent compte que les veaux sont non sevrés et ils sont assoiffés, donc il faut leur trouver 300 litres de lait en plein milieu de la campagne. Une des roues explose, donc ils sont obligés de faire sortir les veaux pour réparer le camion, mais ils s'éparpillent un peu partout dans la nature, donc il faut les rattraper. Il faut récupérer le camion aussi, parce qu'il y a un groupe de véganes extrémistes qui leur subtilisent pour libérer les veaux. Bref, toutes ces mésaventures font, au fur et à mesure, par la force des choses, les font se rapprocher l'un et l'autre. Ils commencent à s'apprivoiser et à s'influencer l'un l'autre. En bien pour Fred, parce que du coup, il apprend à devenir plus sensible à l'écologie et il s'adoucit. Et en mal pour Léa, parce qu'elle commence à jurer comme un charretier, comme lui. Et
Et Fred commence à s'attacher aussi petit à petit aux animaux qu'il transporte. C'est notamment l'un d'eux qu'il surnomme Tout Blanc, tout simplement parce qu'il est tout blanc. Et ils continuent leur route comme ça, jusqu'en Espagne, et arrive la frontière espagnole. Là, c'est problématique parce que Léa, en fait, elle est recherchée depuis qu'ils sont partis. Elle a complètement menti sur son âge, elle est mineure, et les douaniers essayent d'arrêter Fred. Il arrive à s'échapper, mais c'est source de dispute entre Fred et Léa. Ils se séparent, et Fred continue la route jusqu'au centre d'abattage en Espagne avec les veaux. Il échange un dernier regard avec Tout Blanc avant de lui dire adieu, et puis il décide de ne pas y aller. Il prend le camion, il s'en va. Il libère les veaux dans un centre qui recueille les animaux rescapés de l'abattoir. Il retrouve Léa, il la rend à ses parents tout en faisant la paix. Et ensemble, ils décident de broyer la bétaillère pour mettre un terme au transport d'animaux. Voilà. Pourquoi j'ai voulu écrire cette histoire? Je vais aller très vite. Tout simplement parce que c'est un vrai sujet. Le transport de veaux à travers l'Europe, c'est quelque chose qui existe vraiment. En général, c'est donc des veaux non sevrés et qui durent en moyenne 50 heures, qui sont un vrai calvaire pour les animaux parce qu'ils n'ont ni à boire ni à manger. Et moi, je suis végétarien depuis mes 9 ans, donc c'est un sujet qui me touche personnellement. Et à travers ce sujet, j'ai le sentiment qu'on peut vraiment parler de 3 choses très importantes, qui sont le trafic en camion à travers l'Europe, qui est de pire en pire chaque année, on le sait bien, qui questionne notre rapport à l'animal, qui sont bien souvent considérés comme des marchandises, et aussi les conséquences de l'élevage intensif. Voilà, merci. À l'heure des migrations climatiques, en 2040, la France n'a presque plus d'eau. Les inégalités sociales se sont creusées. Pour faire face aux émeutes, les politiques ont divisé notre société en 3 territoires: la ceinture, la citadelle et la réserve. Aujourd'hui, l'eau ne relève plus du bien commun. C'est une denrée privée. À 17 ans, Mehdi vit à la ceinture avec sa mère, là où on parque les pauvres. Ici, on ne deal pas de la drogue, on deal de l'eau. Les drones tournent dans un ciel sans oiseaux. Les sols sont asséchés. La poussière a envahi la ville. Mehdi refuse de voir sa mère mourir de déshydratation comme sa petite sœur. Les rations distribuées par les militaires surarmés ne suffisent plus. Il doit trouver de l'eau, et vite. Mehdi se rend à la Fondation Bor pour se faire embaucher par Axel, qui est la fille d'un patron ambitieux, Powell Bor. Il est le seul capable, grâce à son entreprise, de dépolluer et de dessaler l'eau. Powell vend son eau 2 fois, tout d'abord au gouvernement, dont il braque les convois pour ensuite les revendre au marché noir. La fondation est sa couverture. Mehdi travaille pour Axel, bien qu'elle ait tenté de le tuer lors de leur première rencontre. Il sera payé en eau. Mehdi ramène fièrement ses bouteilles d'eau à sa mère, ce qui ne l'empêche pas d'imaginer de voler le stock d'eau de la fondation. Mais ses amis suivent une autre piste. Ils ont contacté la résistance. Il resterait de l'eau dans un endroit appelé la Citadelle. On recrute 200 volontaires pour l'attaquer. Axel et Mehdi deviennent amis. Axel lui confirme que la Citadelle existe bien. La Citadelle est réservée à la classe moyenne. Ses habitants y sont pucés et surveillés, mais ils ont de l'eau chez eux qu'ils paient à l'aide d'une carte à points. L'espoir renaît pour Mehdi. À la tombée de la nuit, les 200 volontaires de la ceinture rejoignent la résistance. Soudain, des projecteurs s'allument. C'est un piège. La mère de Mehdi tombe sous les balles et meurt dans les bras de son fils. Désemparé, Mehdi se tourne vers Axel, qui l'accueille à la Citadelle. À la Citadelle, Mehdi fait son deuil et découvre le confort de boire de l'eau du robinet. Après des années de privation, Mehdi vit enfin pleinement son adolescence. Mais il se montre ingrat envers Axel, qui fait tout pour l'intégrer. Elle le prévient. S'il ne se reprend pas, il sera expulsé. Le gouvernement soupçonne Powell d'être l'instigateur des braquages des convois d'eau. Axel et son père se rendent à la réserve pour réfléchir à leur stratégie.
La réserve n'est connue que par les initiés. En échange de leur savoir, les scientifiques, les membres du gouvernement, les grands intellectuels, les grands médecins vivent à la réserve construite sur une nappe phréatique. Donc ils profitent de l'eau à profusion et eux ne sont pas surveillés. Powell convoque les médias. Il accuse le gouvernement d'être responsable du massacre des 200 personnes de la ceinture. Évidemment, ces révélations choquent. Powell profite du chaos pour faire donation de ses nappes phréatiques à sa fille Axel. Mehdi apprend l'existence de la réserve. Il retourne à la ceinture pour prévenir qu'il existe un territoire où l'eau coule à flot. Et c'est là qu'il faut vivre. Mais les rescapés du massacre ne veulent plus lui faire confiance depuis qu'il les a abandonnés. Ils le séquestrent, puis partent voler l'eau de la fondation. Powell Bor apprend que Mehdi, le protégé d'Axel, serait la tête pensante du cambriolage. Il envoie immédiatement son homme de main pour l'exécuter. La fondation est en liesse. Ses habitants reçoivent l'eau de la fondation, c'est la ceinture qui est en liesse. Mais Mehdi, toujours enfermé dans le bus, réussit à s'extirper, quand soudain, l'homme de main de Powell lui tire dessus. Mehdi s'écroule. L'adolescent a beau lutter, ses forces l'abandonnent. Mehdi a survécu à ses blessures. Il fréquente désormais les hautes sphères du gouvernement. Mehdi sauvera le peuple de la ceinture. Mais à quel prix ? Donc H2O, c'est un film social et d'anticipation. Il se déroule dans un futur proche dans lequel nous retrouvons en fait les références de notre environnement actuel. Que se passerait-il si l'eau se tarissait définitivement ? C'est la question cruciale de H2O. Et c'est pour ne pas avoir à la poser que dans la vie réelle, à notre petite échelle et à travers la fiction, nous espérons proposer des solutions. Merci. Merci. Alors, un matin, dans une petite exploitation laitière sur un plateau de Haute-Loire, Olivier prend son fusil de chasse et tire. Il abat deux de ses vaches. Au moment de retourner le fusil contre lui, sa mère arrive, elle sauve de justesse du suicide. Olivier a 42 ans, il est célibataire, il vit seul avec sa mère. Il est sec comme une trique, le regard noir. Il s'applique sans gémir, comme le père a toujours fait. Et il est coincé entre sa mère, infatigable, qui ressasse la doxa familiale. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne travailles pas assez. Il faut travailler, c'est tout. Et de l'autre côté, le technicien de la Chambre d'agriculture qui lui rappelle ses responsabilités de chef d'entreprise, le redressement judiciaire, l'obligation de s'agrandir, d'investir, toujours plus. Quand Olivier revient de l'hôpital psychiatrique, il reprend le travail comme avant, il ne change rien. Pour lui, c'était juste un petit coup de mou. Les jours se suivent, avec des cauchemars en plus. Il oublie de se lever pour la traite. Les bêtes ont peur de lui, tremblent littéralement sur son passage. Quand il va au bar, épicerie du village, il ne supporte pas le silence et le regard des autres. Un paysan ne s'attire pas sur ses vaches. Il se sent jugé, acculé, prisonnier d'une logique économique qu'il dépasse. Alors, il fuit la ferme, il part, à travers champs, dans la forêt. Il est à fleur de peau, il ne comprend pas. Alors quand un investisseur d'un fonds de gestion arrive pour acheter les terres, Olivier est une proie facile. Il se laisse convaincre et donne son accord pour une promesse de vente. Pour Olivier, c'est une libération. Et même si ce type a une gueule de banquier, c'est bon, c'est dit, c'est vendu. Voilà. Un jour, il revoit une amie, Magda, pour qui il a une passion, mais qui s'est mariée au garagiste du village, un type violent, porté sur l'agnole, qui va se tuer accidentellement sur une petite route de montagne. Et pour Olivier, c'est une nouvelle histoire qui commence avec Magda. Mais un bon paysan, têtu et fier, il fuit tout le monde. Magda qui vient le voir, sa mère qui l'accuse de l'avoir vendu avec la ferme, un voisin éleveur converti à l'agroécologie qui lui propose de rejoindre un groupement de producteurs bio depuis longtemps, mais malgré tout ça, Olivier s'enferme dans sa colère. C'est Élise, la fille de Magda, une gamine de 7 ans, qui, un jour qu'elle est à la ferme, fait une fugue dans la forêt. Olivier la rattrape. Et la fillette lui tient tête. Elle le provoque avec ses questions dans la forêt. Enfin, elle le reconnecte à cette nature sauvage. Elle le reconnecte à l'enfance. Avec Élise, Olivier se sent regardé pour ce qu'il est. C'est comme une réconciliation.
Et puis Magda aussi a besoin de se reconstruire. Il y a une complicité qui s'installe entre eux. Elle fait le premier pas, elle se donne à lui. Et Olivier, assez rapidement, se voit de nouveau à la ferme, avec Magda, avec Élise. Sauf que Olivier est un animal farouche, impatient, et puis il ne sait pas parler, il ne connaît pas les mots, et puis au moindre doute, il s'emporte, il lui parle mal. Et elle ne supporte pas la moindre violence, elle le quitte. Et il se retrouve seul, face à lui-même. Et il voit sa vallée qui s'étire, magnifique, à perte de vue, il voit sa ferme, les champs, cette terre grasse, collante qui le retient. Bien sûr, il y a la solution du producteur bio, il y a tous ceux du village qui sont là, qui le soutiennent depuis toujours. Et puis depuis le début, cette question qu'il taraude, il se dit, mais putain, mais je tire sur qui? Si je ne tire pas sur mes vaches, je tire sur qui? Alors quand l'investisseur bien sapé avec sa gueule de banquier revient pour signer l'acte de vente, pour Olivier, tout s'éclaire. Son métier, c'est de vivre ici, sur le plateau. Il ne vend pas. D'abord, il a son idée. Pas d'asservissement, pas de bons petits soldats au service d'une logique économique qui ne partage rien. Sa vie lui appartient, il est là, c'est tout. Voilà. Ce que j'essaie de raconter avec ce film, c'est d'abord, la première chose qui m'intéresse, c'est de sortir du constat d'échec, de nous situer tout de suite après la catastrophe. Et interroger à travers l'expérience sensible que vit Olivier tous les motifs du film, tout le chemin sensible qui permet à Olivier de prendre conscience de son appartenance et qui lui permet de devenir sujet de sa propre vie. Et la nécessité de faire face à l'injonction libérale en se reliant au sens, à l'autre, au réel. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'à aucun moment il n'apporte pas de réponse définitive. J'aimerais que le spectateur ressente par où il passe, le long travail qu'il fait contre lui-même, contre sa colère, contre ses pulsions, contre ses peurs, oui, tout le mystère, il garde tout son mystère, ce personnage. Voilà. Et pour terminer, pour moi, au-delà de la condition paysanne, ce projet est un projet qui parle de tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas leur place et qui essaient malgré tout de dépasser leur effacement programmé en étant singuliers, engagés, solidaires, c'est-à-dire irremplaçables, qui est le titre du film. Je vous remercie. Écoutez, je vais vous présenter Aurore, effectivement, mais avant de faire ça, je vais vous dire déjà un peu qui je suis, parce que d'où je parle, me paraît important. Il se trouve qu'avant d'écrire, j'ai un travail un peu particulier. Je suis un spécialiste des vulnérabilités des sociétés modernes, sociétés industrielles, et des stratégies de résilience. Voilà, ça c'est mon premier métier aujourd'hui. Et je travaille également sur les récits, comment ça peut être des outils de transformation. Et donc, aujourd'hui, je vais vous le dire, le monde va mal, si vous ne le savez pas. Je pense que vous avez vécu sous un caillou pendant un certain temps. Le monde va mal à un certain nombre d'égards. Le monde sur le plan écologique, sur le plan humain, etc. Je ne fais pas une conférence aujourd'hui, ce n'est pas la question, mais le monde ne va pas très bien et il y a des dynamiques assez disruptives qui arrivent, avec une descente énergétique et matérielle, quoi qu'on fasse, qui va se produire, et puis des disruptions écologiques et humaines. Alors je sais qu'on m'a dit de dire qu'il fallait que ce soit positif. On veut des imaginaires positifs. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est de développer un imaginaire constructif, qui soit utile au bien-être collectif durable. Et mon recul sur mon travail consiste à dire que ce n'est pas nécessairement les choses positives qui nécessairement inspirent, mais c'est ce qui, justement, est inspirant. Il faut inspirer les gens. Et pour ça, il faut leur proposer des visions de l'avenir. Alors évidemment, vous le savez, en tant que professionnel, je ne sais pas où est le jury. En fait, d'accord, vous êtes là, je ne vous voyais pas. En tant que professionnel, vous savez très bien que les récits ont un rôle à jouer, ils sont absolument indispensables là-dedans. Ce sont des outils de transformation, ils nous éclairent, ils changent nos comportements. Sauf que le problème, c'est que l'avenir, il n'est pas écrit, il y a plein de trajectoires possibles. Du pire au meilleur, très honnêtement. Il y a aujourd'hui des possibilités d'effondrement et de chaos. Et puis, il y a des possibilités de co-construction, de résilience collective, digne, et d'autres façons d'être au monde, d'autres rapports au vivant, etc., des renouveaux culturels. Il y a tout ça qui est possible. D'où ce film. Et moi, je n'ai pas voulu donc que ce soit juste un long métrage. J'ai voulu que ce soit un film qui a un rôle, un film qui contribue, j'ai envie de dire, au bien-être collectif durable. Et j'ai eu envie de montrer une variété, toute une palette de trajectoires collectives possibles, du meilleur au pire, de disruption totale à des constructions et des choses vraiment
qui engage et qui inspire positivement. Et en fait, je pense que c'est du contraste que provient la force du récit. Donc voilà, donc j'ai construit ce projet de cette manière-là. Et moi, en tant que à la fois spécialiste de ces sujets, mais aussi en tant qu'auteur, artiste, j'ai vraiment envie de contribuer. Je ressens un besoin de contribuer à une dynamique de création de nouveaux récits qui soit un peu, entre guillemets, utile. Voilà. Alors, c'est quoi aujourd'hui mon film qui s'appelle Aurore? Et surtout, le but, c'est donc d'essayer de toucher le plus grand monde possible pour avoir un impact de conscientisation, pourquoi pas de mobilisation également, et de toucher des gens qui ne s'intéressent pas spontanément à ces sujets. Et c'est pour ça que j'ai développé un projet qui est vraiment grand public en réalité, volontairement grand public. C'est un projet qui va faire appel à des genres cinématographiques qui sont des genres très populaires, et donc c'est essentiellement un film d'aventure, c'est également un film de casse, organiser un vol un peu complexe. C'est un road movie accessoirement également. On va traverser toute une palette de territoires. Imaginez un kaléidoscope. On est en 2050, la France, entre 2020 et 2050, elle a subi cette grande descente énergétique et matérielle avec des disruptions un peu partout. Et en fait, c'est devenu un patchwork de territoires. Certains qui sont des coupes-gorges et d'autres qui sont des lieux résilients, hyper inspirants. Il y a de tout, un mélange. Et donc, imaginez qu'on va traverser tout ça dans un road movie. Et puis, c'est également... Il y a encore deux dimensions dans ce film. C'est un film choral, parce qu'il y a une palette de personnages, et puis c'est un film, enfin, où il y a la naissance d'une héroïne. C'est le voyage du héros. En l'occurrence, c'est une héroïne qui s'appelle Zoé, c'est une jeune femme, et dans ce monde, en 2050, elle a envie de jouer un rôle, elle veut sauver le monde, c'est une idéaliste. Elle va se rendre compte qu'elle est un peu naïve à certains égards. En tout cas, elle a une mission, elle est investie, et sa mission, c'est de reconstituer une équipe qui avait réussi un super casse il y a longtemps pour justement réaliser aujourd'hui un nouveau casse. Et le casse, c'est quoi? C'est qu'il y a une super technologie, je ne rentre pas dans le détail, ce serait trop long maintenant, mais il y a une super technologie quelque part, dans un endroit qui est difficile à accéder, et ils veulent voler cette techno parce qu'elle va sauver le monde. C'est ça le but de la quête. Et elle va réussir à rassembler cette équipe, cette super équipe. À chaque fois qu'elle rencontre, il y a des péripéties, il y a tout un parcours, mais à chaque fois qu'elle rencontre un de ses interlocuteurs qui va constituer l'équipe, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est un procédé narratif qui fait que quand elle rencontre par exemple Frédéric, le premier, on ouvre un chapitre qui s'appelle Frédéric, et on repart 30 ans en arrière, et on voit ce que Frédéric a vécu entre 2020 et 2050. Et on voit une première vision de comment ça a évolué à travers les yeux de Frédéric. Puis ensuite, on reprend le cours du réel, du présent, en 2050, le présent du film, et puis elle rencontre la suivante, Jade, et on repart en arrière, un flashback. En fait, comme ça, il y a 4 flashbacks dans le film qui nous montrent 4 trajectoires différentes, et au final, on voit différents lieux, différents modes de vie, on voit différentes gradations sociales, de zones industrielles à des zones naturelles, à la ville, à des ghettos de riches, etc. On voit tout ça, on traverse à travers un road movie, pour arriver finalement à une résolution qui fait que, ça ne se passe pas exactement comme ce qui était prévu, mais au final, on réalise que la solution technologique, ça n'existe pas. Il n'y a pas une solution technologiste, et on propose une vision de ce que c'est en réalité la solution, du fait qu'en fait, on l'a dès maintenant, dès 2019, on a la solution, c'est construire ensemble des collectivités résilientes et dignes, et on peut le faire, on a les outils pour ça. Et donc, c'est proposer cette vision inspirante pour terminer. Alors, il faut conclure. Il faut conclure, et je conclus. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce film, pour moi, je veux qu'il soit inspirant. J'aimerais bien, effectivement, pouvoir contribuer à ces nouveaux récits, à cette émergence. Et pour moi, c'est juste un film vital, tout simplement, rien de moins. Et j'espère pouvoir le réaliser. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'Or Rouge est une comédie sociale, rurale, sur l'exil, l'immigration, les fractures sociales et familiales, les origines, où la terre a un rôle central, un rôle fédérateur entre des hommes de cultures totalement différentes. Ce qui fait l'originalité de Nordine, mon protagoniste, c'est qu'il ne rêve pas d'être footballeur, boxeur, star du showbiz. Non, lui, Nordine, il veut être paysan, il veut se tourner vers la terre. Et c'est en fait cet objectif, celui d'avoir une terre, de devenir paysan dans une zone rurale française. Loin d'être réactionnaire, cette démarche est ici traitée sous l'angle d'une certaine noblesse. On suit Nordine dans sa quête, dépassant les obstacles, les uns après les autres, avec cette idée fixe qui lui permet de tenir le cap. L'Or Rouge est une ode à la nature et aux hommes. Un film qui joue sur les contrastes, le contraste du bitume et de la terre. 2 univers qui vivent côte à côte sans vraiment se rencontrer.
Le contraste entre le pays d'origine de Nordine, l'Algérie, au climat chaud et à la terre sèche et ocre, en opposition à la terre de France, une terre noire et grasse, avec le plus souvent un ciel uniformément gris. Le contraste du safran, d'où le titre « L'or rouge ». Alors, le safran qu'on associe souvent aux pays chauds. Et en fait, cette plante, cette fleur, cette épice, la plus vieille au monde, peut s'adapter à n'importe quel climat, même aux petites montagnes. Il suffit de planter le crocus 20 cm dans la terre et le protéger de la gelée et d'avoir suffisamment de lumière pour qu'il pousse. L'or rouge est aussi un film qui joue avec la lumière naturelle, dont le parfait exemple de référence est le travail du légendaire chef opérateur Nestor Almendros dans Les Moissons du ciel, le film de Terrence Malick. Mon expérience personnelle de bourguignon me permet de me sentir en phase avec les frustrations d'une certaine jeunesse d'aujourd'hui, face à l'injustice sociale, la stigmatisation, les clichés qui me scandalisent. Je suis allé sur le terrain, observer ces cités de province, ces habitants, ces jeunes mineurs, dans l'agglomération de Nevers. J'ai eu l'opportunité de faire la connaissance de plusieurs adolescents. Immédiatement, j'ai été séduit par la puissance, la force de vie et la saine révolte qui se dégage de tous ces gosses. J'ai passé du temps avec eux. Ils m'ont fait découvrir les endroits où ils jouent, où ils vivent. Et je voudrais citer une phrase de Truffaut. Je leur demande de ne rougir jamais de ce qu'ils firent, de conserver en eux l'intacte révolte qui les fait si beaux. Alors, dans le contexte de cette histoire, le rêve de Nordine, d'être paysan, se traduit à travers un potager urbain, sur le toit de sa tour de cité. Alors bien sûr, il n'est pas tout seul, hein. Il y a Momo, qui s'occupe lui de sa bœuf. Mais en fait, Nordine, pour garder sa place, et aussi avec le sourire des copains de la cité, parce qu'on le considère un peu marginal, entre les choufs et la bœuf de Momo, Nordine est là pour s'occuper d'arroser les plantes, il a la main verte. Et bien sûr, son antagoniste, c'est son papa. Son papa, immigré algérien, la soixantaine, est analphabète, qui lui voudrait que son fils ait son bac pro commerce. Sauf que Nordine est loin d'un bac pro commerce. Donc il garde en secret ce rêve. Jusqu'au moment où son professeur de lycée technique lui dit « Monsieur Saribé, il vous reste 1 semaine pour trouver un stage en entreprise. Coefficient 3. » Donc, Nordine, au lieu d'aller chez Bull, chez McDo ou dans les grandes entreprises, il va prendre le car et aller dans l'autre espace, le monde agricole. Et là, il va être face à une réalité, pas celle qu'il avait imaginée. Mais pour trouver son stage, il va faire du porte-à-porte, de ferme en ferme, jusqu'à rencontrer ce paysan, un bourru, un résistant, à qui on vient d'enlever les vaches, et il va lui demander de le prendre en stage. L'histoire va commencer avec cette rencontre, Lucien Chaudron et Nordine Saribé. Il faut conclure. L'or rouge. Ah, super, pardon. Ce projet, c'est un projet d'animation. Pardon, Thomas, je te coupe, mais t'as un truc sur le fond, ça me déconcentre. Je sais pas ce que c'est. Ah bon? On dirait du mazout. Thomas, t'as du mazout sur le front? Attends, parce que toi aussi, t'as quelque chose dans les cheveux. Oh non, c'est une bête. Non, Ah, en fait, si c'est une bête, enlève. non, on dirait un filet de pêche. Oh. C'est dingue ça. Il n'y a plus moyen de se promener nulle part sans se retrouver couvert de déchets. On va faire un petit test, d'accord? Tu vas voir, c'est très scientifique. Parfait, j'adore les tests, j'adore la science. D'ailleurs, on n'écoute pas assez les scientifiques. Mais bon, je m'égare. Donc vas-y Thomas, c'est quoi ton test? Je vais poser une question à la salle et on va avoir la réponse immédiatement. Donc je vous mets à contribution que celui parmi vous qui n'a jamais marché dans du mazout ou nagé parmi des microparticules de plastique me jette la première palourde. Tu vois, pas de palourde.
Le résultat est sans appel. Je pense qu'ici, chacun est témoin de la pollution des milieux marins. Tu sais Thomas, c'est fou que tu dises ça parce que notre synopsis parle exactement de cette question. Quelle coïncidence incroyable! Incroyable. Oui. C'était quoi l'histoire déjà? L'histoire, tu veux dire celle qu'on a écrite et qu'on présente au concours? Oui, mazout, trou de mémoire. Eh bien, cher Thomas, l'histoire de ce projet de long métrage, c'est celle de Malo, un petit garçon et gardien de phare qui vit seul sur un îlot isolé. Un jour, il fait la connaissance d'Aelia, fille de l'océan. Elle demande à Malo de l'aider à lutter contre un terrible ennemi, le marquis de Voreur. Je me souviens, l'abject marquis de Voreur. Un seigneur qui possède un continent fait de déchets et qui, à l'aide de son armée de créatures visqueuses et noires, un peu comme le mazout, va essayer d'étendre son territoire poubelle à toutes les mers de notre planète bleue. Heureusement, le petit Malo et Aelia, pleins de ressources et d'énergie, ne vont pas se laisser faire. Alors oui, Malo n'est pas parfait. Il n'a pas toujours eu les bons réflexes. Et parfois, il fait des erreurs qui, malgré lui, nourrissent le marquis. Mais petit à petit, Aelia lui ouvre les yeux. Il représente la nouvelle génération née avec l'ADN d'une conscience écologique. Tout l'inverse du marquis qui personnifie les vieilles logiques industrielles. C'est pourquoi Malo accepte de suivre Aelia dans la profondeur des océans. Malheureusement, ils se font enlever par les créatures du marquis. Les deux enfants prennent alors connaissance de son projet destructeur, mais parviennent à s'échapper. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est qu'ils parviendront à mettre en échec leur adversaire. Tout à fait. Ils iront jusqu'à la victoire, ensemble et pour le bien commun. Tu peux répéter ça? Ça quoi, ensemble et pour le bien commun? C'est donc ça notre message, Madeleine? Mais tout à fait, Thomas. Puisque nous pensons que pour faire avancer les choses et convaincre même les plus réticents, il faut agir avec optimisme, bonne humeur et pédagogie. Comme Malo, en somme. Et l'animation en stop motion me semble être une merveilleuse technique pour susciter la réflexion. Malo sera ainsi à l'image de la jeunesse, flexible et surtout ouverte au changement. Pour un Normand comme toi et une Bretonne comme moi, parler de ce qui se trame sur nos plages et nos océans est devenu viscéral. Il est impossible de faire une sortie sans être témoin de l'impact néfaste de l'homme sur la nature et les autres espèces vivantes de notre belle planète. Mais rien n'est irrémédiable pour qui est mu par l'optimisme. Nous avons foi en l'homme, qui est certes capable du pire, mais aussi du meilleur. Aussi, notre création se veut-elle profondément humaniste et porteuse d'espoir. Malo représente la jeunesse à laquelle on s'adresse en priorité. Parce que pour pouvoir... il faut savoir. Nous espérons ainsi que quand l'écume brûlera, participera à une prise de conscience. Car, pour citer Martin Luther King, chaque homme doit décider s'il marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. Gardons espoir et battons-nous pour un futur meilleur. Merci. L'issue de ce concours désignera un gagnant qui sera suivi pour le développement de ce synopsis qui donnera peut-être lieu à un scénario, puis ensuite peut-être lieu à un film. Le chemin est long jusqu'au moment où ça arrive sur les écrans et l'histoire aura le temps d'être largement développée. Et puis même celui qui ne sera pas sélectionné ce soir, eh bien, connaîtra peut-être un autre chemin et prendra des chemins pour arriver également sur les écrans. Merci beaucoup d'avoir écouté ces scénaristes et d'avoir été aussi bienveillants à leur égard. Le jury, présidé par Pierre Jolivet, va se retirer pour aller délibérer et l'annonce du gagnant sera faite dans la soirée de clôture tout à l'heure à 19h, juste avant Fahim.